7h-10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Liselotte Dutreuil. Bonjour Charles d'Anjou, merci d'être parmi nous. Bonjour. Alors vous êtes président fondateur d'Omerta Média. Dans un instant, on va parler de ce sujet, la pédocriminalité. Pour ça, donc, vous pouviez commencer par introduire ce grand reportage que vous avez voulu mener avec Omerta. Absolument. Pendant plus de 3 mois, nos journalistes ont enquêté sur un phénomène qui se passe sur Internet, celui de la cyberpédocriminalité, et qui touche les adolescents à partir de 11-12 ans, et qui est un phénomène qu'on ne comprend pas bien quand on n'investigue pas et qu'on ne met pas, je dirais, les mains dedans, parce que ça touche toutes les catégories sociales, et c'est malheureusement un véritable fléau. Écoutez, on en parle dans un instant. Pour commencer, chers auditeurs, on vous invite à retrouver cette grande enquête sur le site d'Omerta. Et tout de suite, c'est l'heure de votre vue de haut. Il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Chers auditeurs, certains d'entre vous ont pu avoir l'opportunité, peut-être, d'aller dans les salles obscures il y a quelques mois pour visionner Sound of Freedom, ce film d'action américain ayant fait polémique et dont la sortie avait été censurée en France. L'intrigue met en scène un agent du gouvernement américain luttant contre le trafic sexuel des enfants. Le long métrage fait écho à l'affaire Epstein et à de nombreux autres scandales de pédocriminalité, un sujet trop peu traité dans la presse mainstream au vu de l'importance et de la gravité du phénomène. Le magazine Omerta remédie à ce manque en y consacrant une grande enquête dans son tout dernier numéro, dans lequel interviennent de nombreux journalistes et spécialistes du sujet. Affaire sordide, ampleur du phénomène sur Internet et dans notre société, réseaux financiers, le sujet de la pédocriminalité et des dangers qui menacent l'enfance est traité dans le détail et parfaitement documenté dans ce numéro. Et c'est donc pour en parler que nous sommes accompagnés, vous venez de l'entendre, de Charles d'Anjou, le président fondateur d'Omerta Média. Merci d'être parmi nous. Et de Rémi Savary, journaliste également chez Omerta. Merci à tous les deux d'être parmi nous. Alors pour commencer, pourquoi une telle enquête ? Est-ce qu'il y avait donc la volonté de briser ce tabou qui règne autour du sujet de la pédocriminalité en France, Charles d'Anjou ? Oui, absolument. Omerta s'intéresse à certains sujets sociétaux, je dirais, qui sont un peu tabous dans les médias mainstream. Donc, on a traité d'abord de la thématique de la transidentité, du wokisme, puis de la pornographie, et maintenant, donc, on s'est intéressé à la pédocriminalité. C'est vrai que c'est un phénomène qui est totalement sous-estimé dans les médias mainstream. On voit ci et là quelques faits divers, mais il n'y avait pas de mise en perspective, je dirais, comme vous l'avez décrit, du phénomène, c'est-à-dire les aspects financiers, comment les pédocriminels entrent en contact avec de jeunes adolescents, notamment via des sites de rencontres, des applications de rencontres dédiées aux adolescents, et sur lesquelles la sécurité de nos jeunes têtes blondes est quasiment inexistante. Alors, vous avez enquêté juste avant donc, sur les dangers de la pornographie. C'était peut-être déjà une première approche d'ailleurs de la pédocriminalité, puisqu'il y a une grosse partie de la pornographie qui est dédiée justement à ces contenus pédopornographiques. Oui, de toute façon, sur tous ces sujets, il y a un lien. Je dirais la pédocriminalité n'aurait pas pu connaître l'ampleur qu'elle connaît actuellement sans un essor d'une pornographie débridée, grand public, accessible à tous, etc. Et ce qui est frappant dans ces enquêtes qu'a mené Rémi Savary et toute l'équipe d'Omerta, c'est que aujourd'hui, les profils des pédocriminels sont très divers en réalité. On a des quinquagénaires, pères de famille, rangés, qui se font passer sur ces applications de rencontre pour de jeunes hommes de 24 ans, mais on a aussi de jeunes adultes qui, en piégeant notamment de jeunes adolescentes, mettent en place des systèmes criminels, des systèmes financiers, commerciaux, dans lesquels ils exploitent l'image des jeunes filles. Donc c'est beaucoup via l'obtention de photos dénudées ou de vidéos intimes et les revendent. Et donc ça devient aussi là un business. Rémi Savary, je me tourne vers vous. Donc vous avez pu participer à cette enquête d'Omerta. Quel était votre rôle en particulier dans cette enquête ?
Alors, mon rôle a été d'enquêter finalement sur ces phénomènes pédocriminels. Pas que moi d'ailleurs, et je tiens à saluer tout le travail de l'équipe. Sarah Frick, au départ, lanceuse d'alerte, qui nous a alertés sur ce sujet. Et c'est finalement le point de départ de notre enquête. Et lorsque finalement nous avons décidé de prendre ce sujet à bras le corps pour ensuite enquêter sur ces sites de rencontres pour adolescents, Rencontre Ado en l'occurrence, et également le site coco.gg. Moradza Productions et également Hamza qui a travaillé avec nous. Donc voilà, c'est vraiment un travail d'équipe. Et au départ, il a fallu essayer de trouver ces profils. Et pour trouver ces profils, nous sommes allés sur ces sites de rencontres. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas si difficile. Donc le point de départ, finalement, ça se passe sur Internet. Sur Internet, totalement. Sur des sites de rencontres, comme je le disais, pour adolescents. Rencontre Ado, c'est un site normalement qui est réservé aux 13-25 ans. Et en fait, assez rapidement, on reçoit des messages et là, on se rend compte, on a différents profils. On a un profil qui ne nie pas avoir 32 ans, donc plus âgé normalement que l'âge autorisé. Et c'est là le problème aussi de ces plateformes, c'est qu'il n'y a aucun contrôle, que ce soit sur l'âge ou alors sur l'identité. Et il y a également le profil de marque dont on parle dans le documentaire, qui n'a pas l'âge qu'il indique avoir, donc 24 ans. Il a en réalité 52 ans. Ouais. Charles d'Anjou, on parle là d'Internet. Est-ce que la solution, ça pourrait être un meilleur contrôle justement de toutes ces plateformes, de tous ces sites ? Est-ce qu'il y a une lacune du gouvernement sur ce sujet ou est-ce que de toute façon, c'est quelque chose de parfaitement incontrôlable ? Non, je crois le gouvernement a tout à fait les moyens d'interdire certains sites. Je pense que le problème n'est pas encore pris à sa juste mesure par la classe politique. Donc les politiques doivent s'en saisir. Il y a des moyens techniques, des mesures techniques à prendre pour interdire ces sites. Mais il n'y a pas que ça. Le problème est aussi, je dirais, dans la tête de beaucoup de parents qui ne connaissent pas le phénomène ou alors qui, je dirais, sont eux-mêmes un peu déstructurés, il faut bien le dire. Il y a un problème évident d'autorité parentale, d'absence du père chez beaucoup de jeunes filles qui tombent dans ces manipulations et deviennent des victimes. Et donc je pense qu'il faudrait que les parents, qui ont pour beaucoup aussi été élevés avec la pornographie, prennent conscience que il faut, contrôler un petit peu ce que fait son adolescent. Quand un adolescent de 11, 12, 13 ans a un téléphone portable, il faut évidemment qu'il y ait un regard parental bienveillant, mais aussi ferme sur les activités Internet de son fils ou de sa fille, mais aussi que les parents puissent expliquer, peut-être avec bienveillance et fermeté, les deux, à un adolescent que ce soit avec son petit copain, sa petite copine, ou alors avec un parfait inconnu, on n'envoie pas une photo de soi dénudée, que ça ne se fait pas et que c'est même dangereux, puisque derrière, c'est l'image de l'adolescent qui est en jeu à court et moyen terme. Sur Internet, on trouve beaucoup de choses. Il y a des contenus qui laissent des traces. Et donc, il faut absolument que les parents puissent expliquer aux adolescents que c'est dans leur intérêt de se protéger. Donc finalement, il y a un travail de sensibilisation aussi à faire, puisqu'on comprend bien que ces parents ne pensent pas à mal et n'ont pas conscience du problème lorsqu'ils laissent à leurs enfants la liberté de surfer sur Internet à leur guise. Est-ce que comment vous expliquez que ce tabou règne encore ? On parlait de ce film Sound of Freedom qui avait pour vocation à justement faire la lumière sur toutes ces affaires et même ces réseaux, en l'occurrence pédocriminels. Et pourtant, en France, ça a été un véritable combat pour qu'ils puissent passer et seulement dans certaines salles. Oui, c'est tabou. Je dirais quand on touche aux enfants, c'est vraiment la dernière limite dans l'horreur. Je crois que malheureusement, dans ce qu'on a observé chez beaucoup de jeunes filles qui ont été les victimes et qui sont venues témoigner, parfois c'est de la manipulation, les photos ont été transmises sur Internet, etc. Parfois c'est beaucoup plus grave encore, c'est des viols, c'est des victimes de tournantes, etc. C'est vraiment l'horreur absolue. Il y a beaucoup de jeunes filles qui viennent de catégories socio-professionnelles modestes, où l'autorité parentale est inexistante. Et je dois dire qu'il est très difficile de comprendre parce que les adolescents aujourd'hui, beaucoup d'adolescents, ont en quelque sorte une vie parallèle
Et c'est très difficile pour des parents qui n'ont pas connu ça, de s'imaginer que son adolescent peut être la proie de mauvaises fréquentations, etc. Avant, les mauvaises fréquentations, c'était le vol, c'était des petits délits. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus grave, parce que là, c'est vraiment quand une adolescente est victime de ce genre de phénomène, ça a des conséquences sur quasiment malheureusement psychiatrique à moyen et long terme, et il est très difficile de récupérer ces personnes ensuite qui sont en grande partie détruites. Hein. Et donc je dirais que c'est un véritable enjeu de société, et il faut que les parents en aient conscience, et puis ensuite adoptent les bonnes méthodes pour protéger ou sauver leurs enfants. On parlait des profils des victimes, des coupables. Apparemment, il y a quand même un profil qui se dessine à peu près pour les victimes. Charles d'Anjou, vous disiez que c'était la plupart du temps quand même des jeunes filles issues des milieux plutôt défavorisés. En revanche, du côté des coupables, ça peut être monsieur tout le monde finalement. Alors c'est assez inquiétant. Rémi Savary, c'est quelque chose que vous avez constaté, ça ? C'est totalement quelque chose que nous avons constaté. Notamment donc, dans le documentaire, on a une séquence où nous rencontrons l'un de ces pédocriminels par le biais du site coco.gg. Tout d'abord, nous avons discuté avec lui avant que ça passe sur Snapchat et qu'on se donne rendez-vous dans un McDonald's du Val d'Oise. Et à partir de là, en fait, le profil de cet individu, c'est un petit peu monsieur tout le monde, c'est ce que vous disiez. C'est un quinquagénaire, père de famille, et le plus inquiétant, c'est que ce n'est pas le seul. Cet individu-là, en l'occurrence, était ingénieur. Après, on a vu d'autres affaires en France de ce type, le cantonnier de Frontenac notamment. Donc ça montre un petit peu l'ampleur du phénomène et le fait que ça peut toucher un petit peu toutes les catégories socio-professionnelles et finalement un petit peu n'importe qui. Charles d'Anjou, vous avez reçu à ce propos Catherine Bonnet, donc, qui parle de cette ampleur de crimes sexuels. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, les crimes sexuels, ça couvre effectivement les phénomènes qui sont commis, des crimes qui sont commis par ce genre de profil quinquagénaire, etc. Mais pas seulement. Aujourd'hui, il y a, notamment en banlieue, il y a bien effectivement une véritable économie criminelle de la pornographie 2.0, c'est-à-dire que on a beaucoup parlé du phénomène des tournantes, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi vraiment des jeunes filles qui sont prises en main et qui sont d'une certaine façon consentantes, mais ensuite, je dirais, ça démarre sur un jeu, etc. Mais ça vient très vite sur les questions d'argent, c'est-à-dire que les contenus, leurs contenus, les photos dénudées, les vidéos, etc. sont achetés, et puis ensuite, on glisse progressivement vers de la pornographie 2.0, voire même de la pornographie bien réelle, classique, pourrais-je dire. Et ça, c'est un phénomène inquiétant parce que c'est un phénomène qui s'étend et contre lequel la police n'a pas vraiment les moyens de lutter parce que ce sont des affaires un peu... c'est devenu tellement banal parfois qu'on ne peut pas instruire. Il n'y a pas forcément d'ailleurs systématiquement de plainte puisque les victimes, comme il y a un rapport d'argent et de commercialisation des contenus, il n'y a pas de plainte, il n'y a pas forcément de plainte. Mais ensuite, je dirais, la police n'a clairement pas les moyens de pouvoir intervenir. Donc, c'est là où, effectivement, je reviens à la question que vous posiez tout à l'heure, le politique, en fait, devrait, à mon humble avis, mais d'autorité, procéder à la fermeture de certains sites Internet et contrôler notamment les réseaux Telegram, parce que le réseau Telegram, aujourd'hui, est un pourvoyeur de tous ces contenus pédopornographiques. Finalement, c'est assez compliqué de réussir à sanctionner les auteurs de ces crimes, puisque tout se passe dans l'ombre, on a très peu de chiffres, vous le disiez, donc la seule façon que le gouvernement pourrait avoir d'agir, ce serait plutôt d'agir du côté des victimes en essayant de les préserver, de limiter ce genre de plateforme, etc. Mais concernant les coupables, on a finalement assez peu de prise.
Oui, parce qu'en fait, les coupables, en général, alors, vous avez le cas dont parlait Rémi tout à l'heure, du quinquagénaire, 52 ans, ingénieur, etc. Mais vous avez aussi des réseaux. Et comme je le disais, ces réseaux-là, eh bien, ils sont des réseaux en fait de professionnels. C'est-à-dire que tous les 3 mois, ils changent de département. Et à chaque fois, ils se concentrent sur un département. Ils repèrent les jeunes filles, etc., etc. Et pourquoi ils changent tous les 3 mois de département ? C'est parce que, en fait, c'est pour que lorsqu'il y a une procédure qui est lancée contre eux à un endroit précis, en changeant de département, je dirais, ils changent de juridiction, et donc les unités de police qui sont en charge de les suivre ne sont plus les mêmes. Et donc ils sont comme ça, c'est de la délinquance pédocriminelle itinérante, et ils sont extrêmement bien organisés. Donc il y a plusieurs niveaux d'action. Il y a interdire certains sites internet. 2, il faut, je pense, faire des exemples, et la police manque de moyens, ça c'est clair, pour démanteler ces réseaux. Et puis 3, je le disais tout à l'heure, c'est la responsabilité aussi des parents d'ouvrir les yeux et d'avoir une réponse adaptée, c'est-à-dire à la fois ferme et en même temps bienveillante vis-à-vis des adolescents, parce que l'adolescence est un âge compliqué, et si les adolescents ne comprennent pas que c'est dans leur intérêt de se protéger, je dirais le message ne passe pas totalement. On voit de plus en plus de messages subversifs, j'oserais le dire, dans la société. On a ces drag queens qui viennent parler de choses extrêmement sexuelles, parfois extrêmement crues, à des enfants en primaire, et je pourrais citer plein d'autres choses. Est-ce que tout ça, ça participe à promouvoir ce genre de crimes ? Oui, c'est la sexualisation, c'est ce qu'on met aussi en valeur, c'est-à-dire que il y a un lien effectivement entre, je dirais, en remontant un peu loin, le mouvement des nouveaux philosophes de mai 68 et le développement de la pornographie et cette pédocriminalité. Pourquoi ? Parce que en fait, on est dans une société qui sexualise de plus en plus, qui en fait permet aux gens d'avoir une pornographie gratuite et très facilement accessible. Et il était évident que, touchant le monde adulte, le phénomène se déporterait sur les enfants. Le problème, c'est que dans une société qui a de moins en moins de repères et de valeurs morales, eh bien, les plus, quand on parle de cet ingénieur de 52 ans qui est père de famille, etc., je dirais les plus pervers ont aujourd'hui l'envie d'accéder au monde de l'adolescence. Et malheureusement, via Internet, Internet est devenu leur terrain de chasse. Et il n'y a pas beaucoup d'obstacles. Et comme disait Rémi Savary tout à l'heure, s'inscrire sur un site de rencontre quand on a 52 ans, qu'on est ingénieur et père de famille, c'est très facile. On ne vous demande pas de pièce d'identité, donc vous enregistrez tout de suite. Vous mentez sur votre âge, vous entrez en contact avec des adolescentes ou des adolescents. Et puis ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une journaliste qui a été infiltrée, qui a rencontré des pédocriminels. Et en fait, quand vous êtes... elle a 22 ans, mais elle a dit qu'elle en avait 14 pour les besoins de l'enquête. Et en fait, ce qui est frappant, c'est que les échanges sur Internet se passent très bien. La personne est très cordiale, bienveillante, etc. Elle montre de l'intérêt, de l'attention. Et puis quand la rencontre se fait, on sent que la prise se fait plus brutale et plus pressante. Et là, effectivement, eh bien, on voit tout de suite phénomène de manipulation, c'est-à-dire à la fois de la bienveillance, mais aussi d'une certaine insistance pour accompagner l'adolescente chez elle, etc., pour la faire monter dans la voiture. Et on imagine qu'une jeune fille de 13 ou 14 ans n'ait pas les moyens, la résistance psychologique forcément pour dire non à un adulte de 50 ans qui au départ est tout à fait sympathique et bienveillant et qui à la fin insiste pour qu'il y ait un contact physique. Voilà, c'est très difficile. C'est pour ça que ce qui est un peu dramatique, c'est que ces adolescentes qui parfois n'ont pas d'autorité parentale à la maison ou une autorité paternelle défaillante, eh bien, se retrouvent livrées avec très peu de moyens de résister, en fait. Messieurs, on vous retrouve dans un instant. Tout de suite, il est 9h et on fait un rapide point sur l'actualité avec Adèle Rosner. Ligne droite. Très haut,
Vue de haut. Alors je poursuis en rebondissant sur un entretien que nous avons mené la semaine dernière avec Oscar Freisinger, l'auteur du livre Animalia, qui pensait que la société se préparait à accepter peut-être un jour la pédophilie comme étant quelque chose d'acceptable, d'admis. Est-ce que vous pensez que c'est une direction que nous pourrions prendre, Charles d'Anjou, ou est-ce que ça reste, donc, comme vous le disiez, une dernière limite, un cap infranchissable ? Je dirais que c'est un peu la dernière limite quand on touche aux gosses, pardonnez-moi l'expression, mais je dirais, on peut faire avaler aux Français beaucoup de choses sur un certain nombre de sujets, mais les enfants, je dirais, c'est la matrice universelle, c'est le bien commun, et donc ça va largement au-delà du clivage droite-gauche qui est un peu dépassé peut-être sur certains aspects. Et c'est un peu la limite, c'est soit les gens comprennent et se réveillent, prennent conscience du problème, soit effectivement là on va glisser vers la pédophilie, vers la zoophilie, enfin vers des dérives absolument insupportables. Ce qu'on peut constater quand même, c'est que je crois que les gens ont conscience un peu du phénomène. Le problème, c'est que ça concerne toujours un peu les autres. Quand on regarde sa vie, qu'on a un regard un peu individualiste, un peu égoïste, effectivement, on a l'impression que ses enfants sont protégés et que, en fait, le problème est pour les autres. Le problème, c'est que c'est un véritable phénomène, fléau de société, qui arrive, je le disais, par le développement de la pornographie, du wokisme, etc. Mais peut-être que c'est le problème le plus extrême et le plus critique dans toutes ces nouvelles tendances. Si les gens comprennent que en fait, on essaie de nous faire de la promotion, comme d'ailleurs on en faisait la promotion, il faut se rappeler de Matt Sneff, de Cohn-Bendit, etc. À un moment donné, dans les années 70, l'idée de rapport entre adultes et adolescents a été promue et était quasiment considérée par certains comme normale, a été présentée comme ça. Et là, on voit que ça revient. Alors pas dans la sphère politico-médiatique, parce que c'est un sujet trop sensible, mais dans la pratique, notamment par le développement de la société de consommation. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'une adolescente ou un adolescent de 14 ans souhaiterait avoir un pouvoir d'achat et se considère comme un jeune adulte de 24-25 ans. Et donc, quand l'argent de poche ne suffit pas ou est inexistant, pour certaines, eh bien, il y a la tentation d'obtenir de l'argent facilement. Et dans une société où on sexualise le corps des enfants de plus en plus, eh bien, effectivement, des jeunes filles pensent qu'il est tout à fait normal de vendre des photos de soi, etc., parce que c'est l'argent facile à court terme. C'est une valorisation aussi sociale, parce que c'est l'image aussi qu'on vend. Donc on rejoint le développement de la télé-réalité, etc. Sans penser que 5 ou 10 ans après, ces photos seront toujours accessibles et que là, quand on veut construire une vie de famille, etc., eh bien, il sera gênant d'avoir, je dirais, une réputation salie, des photos qui traînent à droite à gauche, etc. Et aussi des mécanismes de chantage à court et moyen terme qui sont insupportables, mais que les victimes souvent ne perçoivent pas. Ouais. Rémi Savary, je me tourne vers vous. Donc, vous avez pu suivre ces enquêtes de terrain. On parlait du profil psychologique des victimes qui sont souvent assez faibles, qui se laissent prendre dans des jeux de manipulation. On a d'abord la douceur de l'interlocuteur, puis l'insistance, parfois probablement même la violence. Est-ce que ces pédocriminels, eux, ont un profil psychologique qu'on pourrait qualifier de malade? Est-ce que c'est une maladie ou est-ce que c'est simplement une tendance personnelle? Je ne saurais pas te dire si c'est une maladie ou une tendance personnelle en soi. Parce que la question finalement, c'est est-ce qu'on peut considérer qu'ils sont responsables de leurs actes ou est-ce qu'ils souffrent même d'une pathologie? On peut considérer qu'ils sont responsables de leurs actes, de toute façon. Ces différents profils, je parlais tout à l'heure des quinquagénaires, pères de famille, avec un bon statut professionnel. Nous avons aussi pu parler sur ces sites de rencontres avec des personnes plus jeunes, des personnes qui avaient la vingtaine, des personnes qui avaient la trentaine.
Je saurais pas qualifier est-ce que c'est une maladie, mais une chose est sûre, c'est que ils doivent rendre des comptes devant la justice. Ils ont quand même conscience du mal que provoquent leurs actions. Ou est-ce que pour eux, c'est quelque chose d'assez naturel, comme vous pouvez nous l'expliquer, par exemple, Monsieur Matzneff? Ils sont très manipulateurs. Ça, c'est une certitude. Vous le disiez il y a quelques instants, ces personnes-là, elles sont... comment dire, elles vont être douces, elles vont jouer aux copains, à l'ami, à l'amoureux, jusqu'à temps qu'on franchisse un nouveau cap, finalement, qui va être... finalement, une fois que la personne va être en confiance, eh ben, on va passer le cap de la violence, qui va pouvoir être de la violence physique, de la violence sexuelle. On parle là de jeunes filles, d'adolescentes. Il y a une question qu'on n'a pas encore abordée, c'est celle de la majorité sexuelle. Quand on nous explique qu'une jeune fille de 15 ans peut se retrouver face à un homme de 56 ans dans un café alors qu'elle pensait qu'il en avait 25, on pourrait répondre, bah oui, mais la majorité sexuelle aujourd'hui, elle est à 15 ans, donc finalement, elle est responsable de ses actes. Peut-être même que c'est une donnée sur laquelle on pourrait être amené à jouer politiquement. Peut-être que on pourrait estimer que la majorité sexuelle, finalement, pourquoi pas, à partir du début de la puberté, vers 13 ans. Alors, quel est le rôle de cette notion de la majorité sexuelle dans la pédocriminalité ? Finalement, ce rôle de la majorité sexuelle, quand on regarde de plus près, on se dit que 15 ans, quand une jeune fille de 15 ans se retrouve, de 16 ans et même de 17 ans, se retrouve face à un individu de 50 ans, bah, finalement, c'est presque de la responsabilité individuelle de chacun. On met une jeune fille qui n'est même pas encore majeure face à ses responsabilités. Et je ne sais pas, je pense que ce n'est pas normal. Quand finalement une jeune fille de 14 ans, bah, on va lui dire ah mais elle n'est pas encore majeure sexuellement, et à 15 ans on va dire bah, derrière elle est majeure sexuellement. Il y a une dissonance. Ouais, c'est assez particulier, et tous ces profils là finalement vont presque en profiter, quoi. Charles d'Anjou, sur la question de la majorité sexuelle. Le problème, c'est que on a un exemple sous les yeux tous les jours. C'est-à-dire que le couple présidentiel s'est rencontré, alors j'ai plus à 1 ou 2 années près, mais quand Emmanuel Macron avait 14 ans et Brigitte Macron en avait 40. Donc je pense qu'il y a un problème les gens sont un peu perdus sur ces questions-là, parce que l'accès à Internet, aux technologies, etc., fait peut-être que les adolescents de 14-15 ans ont accès à plus de choses que les adolescents d'il y a 20 ans. Donc peut-être une forme, peut-être un peu ont plus d'expérience rapidement, ça c'est sûr. En même temps, tout ça, je dirais, les déconnecte un peu souvent des réalités. Il y a un phénomène aussi d'immaturité. Je pense que les adolescents n'ont pas, à mon avis, aujourd'hui, vivant, pas tous, mais pour beaucoup dans un monde virtuel, ont les clés de compréhension du monde adulte un peu plus tard. Ils pensent les avoir, ils pensent comprendre le monde adulte. Je disais tout à l'heure, on voit sur les réseaux sociaux, dans le phénomène de télé-réalité, etc., on voit que des adolescents de 14-15 ans ont des accoutrements de jeunes filles de 24-25 ans. C'est pas seulement physique, c'est aussi dans la tête, c'est-à-dire qu'elles pensent qu'à 14-15 ans, elles peuvent raisonner comme si elles en avaient 10 de plus, et c'est un leurre, c'est faux. Elles ne sont pas armées pour ça. Pour avoir un début de maturité, il faut passer par certaines étapes qu'on ne peut pas brûler. Et c'est un peu le mirage, la maladie de la société actuelle, c'est de faire croire à des adolescents que tout est accessible, tout est achetable, tout est consommable, voilà, et que les limites sont d'une certaine façon aussi un peu pour les ringards, et qu'il ne doit pas y avoir de frein à la volonté de consommer et de profiter de la vie, pour reprendre l'expression consacrée.
Il nous reste quelques minutes. J'aimerais parler d'une dernière chose. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, on est capable de mettre des visages sur des corps, de les animer, de les mettre dans toutes les situations possibles et inimaginables. C'est inquiétant. Ces nouveaux outils sont-ils inquiétants pour nos enfants? Rémi Savary, pardon. Ça reste très inquiétant. Et si, quand on parle d'intelligence artificielle, aujourd'hui, on se dit que tout est manipulable, tout est... Je ne saurais même pas comment le dire, mais si j'en reviens un petit peu à notre documentaire, et je me permets parce que finalement, aujourd'hui, quand on regarde quand on voit que sur certaines plateformes comme Telegram, il est possible de vendre des photos dénudées de jeunes filles. On peut aussi vendre leurs adresses, on peut aussi vendre leur numéro de téléphone, parce que c'est vrai qu'on ne l'avait pas abordé tout à l'heure, et je voulais aussi souligner ce point-là. C'est quand même relativement inquiétant. Aujourd'hui, finalement, tout est manipulable dans l'image. Par rapport à l'intelligence artificielle, je ne saurais pas comment Charles. Moi, l'intelligence artificielle, c'est un moyen. Mais le plus important, c'est ces victimes, c'est-à-dire ces personnes de chair et d'os qu'on a rencontrées et qui ont leur vie détruite et qui présentent même des pathologies. On parlait de pathologies des pédocriminels. Il y a aussi des pathologies qui se développent chez les victimes. Et ça, c'est le plus grave. Et vous savez, on a passé le féminisme aujourd'hui les féministes devraient s'intéresser à cette question de la pornographie qui a dégradé l'image de la femme, qui a donné une vision des rapports sexuels hommes-femmes extrêmement brutale et qui aboutit aujourd'hui, et c'est tout à fait facilement vérifiable, à ces phénomènes de vente de jeunes filles sur les plateformes Telegram par des adolescents, des jeunes adultes qui sont tout à fait conscients de ce qu'ils font. Et je pense que le véritable combat des féministes devrait, plutôt que de détruire la figure du père, parce que ces adolescentes, comme je disais, tombent dans ces pièges en grande partie parce que le père est absent ou l'autorité paternelle est défaillante, devrait s'intéresser à ces phénomènes aujourd'hui. Le combat féministe en 2024 devrait se porter sur la pornographie et sur ces phénomènes de pédocriminalité. Au-delà des jeunes filles, il y a aussi de jeunes garçons qui sont touchés par la pédocriminalité. Oui, mais beaucoup moins en fait. On est parti sans a priori sur l'enquête, mais il faut bien reconnaître que ce qu'on a pu constater à 90%, ça concerne des jeunes filles. Des jeunes filles, et de l'autre côté, les délinquants, ce sont parfois aussi de très jeunes hommes. Je parlais de la commercialisation de tous ces contenus, de l'exploitation de jeunes filles, de l'image des jeunes filles, voire même de la prostitution 2.0 ou de la prostitution physique dans laquelle certaines tombent. Ce sont de très jeunes adultes. Ils ont entre 20 et 25 ans. Et pour eux, c'est une activité professionnelle à plein temps. Comme certains travaillent dans le narcotrafic, etc. Eux se sont spécialisés dans la pédocriminalité 2.0. Il nous reste 1 minute, Charles Danjou et Rémi Savary. Avec cette enquête, pour conclure, est-ce que vous espérez qu'il y ait des incidences sur l'agenda politique? Pourquoi pas? Est-ce que vous pensez que votre enquête pourrait provoquer un électrochoc? Est-ce que certains hommes politiques, femmes politiques, se sont déjà rapprochés de vous pour étudier ces questions de la pédocriminalité? Alors non, je précise que ce documentaire, donc c'est un documentaire de 45 minutes. Il est accessible via notre plateforme Omerta, la plateforme mobile Omerta, qui se télécharge via Google Play, Apple Store ou via notre site internet www.omertamedia.fr. C'est une très bonne question, et justement, puisque l'Assemblée nationale vient d'être dissoute, nous allons solliciter l'avis des différentes formations politiques pour qu'ils se prononcent sur cette question de la lutte contre la pédocriminalité 2.0. Et donc nous allons solliciter absolument toutes les formations politiques, et nous reviendrons peut-être pour vous parler des réponses.
Avec grand plaisir. Il me reste seulement à vous remercier pour ce travail énorme que vous fournissez. On espère effectivement qu'il portera des fruits. On va tenter à notre échelle de nous faire porte-parole de tout ce que vous révélez dans cette enquête. Chers auditeurs, on vous invite à vous rendre sur le site donc, d'Omerta Média pour la visionner. C'est 45 minutes, c'est pas très long, vous en apprendrez beaucoup et vous en apprendrez peut-être aussi à vos proches. Qui sait, peut-être que vous leur éviterez certains problèmes puisque comme nous le disions, la pédocriminalité menace réellement tout le monde. Merci beaucoup à vous Charles d'Anjou d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes fondateur d'Omerta Média et merci à vous aussi Rémi Savary, journaliste chez Omerta. Merci.